Bonjour, bonjour chers amis, bonjour Dolly, et nous allons continuer la présentation de ce podcast intitulé Kundima Farhan, que vous soyez toujours dans la joie, qui est dédicacé à la mémoire de Jean-Paul Amoyal Sal. Et nous avons comme projet de parler des enfants, des parents, des relations et interfamiliales, et nous avons choisi comme base de travail un midrash. Alors on le rappelle brièvement, ce midrash parle du jour de l'inauguration, la construction du deuxième temple, et le roi d'Israël de l'époque qui s'appelle Shlomo HaMelech, c'est le roi Salomon, et nous sommes tous ici devant les portes du temple, et on attend que l'ouverture du temple se fasse. Qui a les clés? Le roi Salomon. Et c'est le jour où on attend l'inauguration. Ça y est, on va commencer à pouvoir faire vivre ce temple. Mais le roi Salomon vient de se marier. Avec qui? Avec la fille de Pharaon. Il a épousé celle que l'on appelle Bat Paro, et il est encore avec elle dans un palais. Maintenant, il va falloir aller le réveiller. Mais qui va avoir l'audace et le courage d'aller réveiller le roi d'Israël alors qu'il est dans sa nuit de noces avec cette épouse étonnante dont on parlera un peu plus tard, mais qui est la fille de Pharaon. Non, nous basons sur un midrash où cette fille de Pharaon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a en quelque sorte endormi, ensorcelé, tourné la tête du roi Salomon et lui a fait miroiter firmament. Le roi Salomon s'est jamais raté de se lever de bonne heure le matin. Et là, elle fait un imaginaire où il voit que, en fait, il fait nuit, parce qu'il y a des étoiles, donc c'est la nuit. En fait, c'est le jour. Maintenant, il faut aller ouvrir la porte du temple. Mais qui va aller le prévenir? Alors, sa maman, Bathsheba, d'ailleurs, son papa, c'est David Ameller. Sa maman, c'est Bathsheba. Elle va venir et elle va, de force, entrer, demander à ce qu'on ouvre la porte, et elle va parler à son fils. Et elle va lui dire, à l'intérieur de tout ce qu'elle va lui parler, elle va lui dire, alors, regarde, ton père et moi, on n'a pas subi ce qu'on a subi pendant toute notre vie pour que toi, tu en arrives là. Alors, tu vas aller maintenant, tu as une responsabilité. Il y a le temple à ouvrir, le service, il doit commencer, tout Israël est là, tu te bouges. Elle lui dira aussi, nous, quand on t'a conçu, tu sais pas combien j'ai prié pour toi. Et tous les rois d'Orient et d'Occident, leur mère, elle prie pour eux, que ce soit un roi puissant, riche, dominateur. Mais j'ai prié pour que tu aies la crainte du ciel. Alors maintenant, tu vas aller ouvrir le temple. Et c'est ce qu'il a fait. L'histoire nous racontera qu'il va se séparer de cette fille de Pharaon. Non, on prend cette base de travail du Midrash. Il demande du travail, qu'on va regarder Bezrat Hashem peut-être même plus dans le détail, mais pour le moment, ça va être une base de travail. Ici, nous avons conclu la dernière séance sur les paroles de Dolly, qui disait que les parents sont là, vont aider l'enfant à se développer de la manière possible. C'est beau, mais quelle mère va venir passer la porte de chez son fils le lendemain du soir de son mariage avec une femme un peu étonnante, on va dire, la fille de Pharaon, et lui dire, on n'a pas passé ce qu'on a passé pour que tu en arrives là. Hein. Voilà. Alors, ce midrash-là, il nous intéresse, il nous rend curieux, il nous interpelle. On va voir ici que s'occuper et développer l'enfant et l'amener à être au mieux de lui-même, ça va passer aussi avec parfois prise de décision, des paroles, même une ingérence à l'intérieur de sa vie, pas seulement de sa vie, mais même de sa vie d'homme, de sa vie, de son intimité. Et la maman, elle va venir ici, Bathsheba, elle va venir, elle va parler. À part ça, quand on va remarquer, quand on va voir combien la Torah, elle parle énormément de la mère, la femme sous son aspect de maman, et combien les termes reviennent, Titosh Torah Timecha, n'abandonne pas la Torah de ta maman,
Et plus profondément dans les livres, on va voir qu'on va rattacher même le nom de certaines sphirotes à Ima. Elle est là, la mer, dans la Torah. À part la mer juive que le monde entier connaît comme étant une invention, de la mer juive. Mais elle existe et elle est là. Et ici, dans un premier temps, on va regarder et débattre ensemble, si vous voulez bien. Si vous voulez, elle a une place, cette mer. Elle va quasiment rentrer même chez son fils quand elle va voir que celui-ci ne se conduit pas tel que elle pense qu'il doit se conduire. Donc ça veut dire c'est vraiment, elle est entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce que ça réveille chez lui? Qu'est-ce qui va faire que le roi Salomon fait attention au roi? Le roi, on doit lui donner un immense respect. La royauté, c'est terrible. Mais elle va et elle lui parle. Et elle lui parle parce que c'est son fils. Que tu sois roi ou pas. Et justement parce que tu es roi, et justement parce que ton père il est roi, tu vas me laisser te dire ce que je vais te dire maintenant et tu écoutes. Ça veut dire qu'elle a pris maintenant elle-même de la royauté, comme dans la Megillah, quand Esther, on dit Vatilbash Esther Malchut, c'est elle qui a pris la royauté. Elle s'est habillée de royauté et elle est venue et elle parle au roi. Et le roi, il va l'écouter. Et le roi, il va écouter sa mère ici. Alors voilà, ça c'est la base de notre texte, de notre sujet de travail. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez déjà à peine touché, mais j'aimerais que vous reveniez sur cette notion-là de règle. C'est-à-dire que une maman ou un parent va apprendre à son enfant qu'il y a des règles. Vous voudriez nous développer un petit peu cette idée, chère Dolly? C'est-à-dire que un enfant, quand il grandit, si vous voulez, il a la curiosité d'aller découvrir le monde suivant ce que son cœur décide, hein, ou sa curiosité décide. Là, ce que va faire Batsheva, c'est qu'elle va lui apprendre, elle va apprendre très vite que ce monde n'est pas du tout Hefker, hein, que dans ce monde il y a des règles et il y a des règles qu'il faut respecter. Et ce n'est que parce que l'on respecte ces règles que l'on peut construire quelque chose dans ce monde et être éventuellement, comme on le dit, le Shutav d'Akadosh Baruch Hu dans cette création. Donc là, en fait, vous nous dites, elle est venue lui rappeler ou lui enseigner ses règles. En fait, Batsheva est venue de sa place de mère dire à son fils, en fait, c'est d'abord son fils avant d'être le roi. Hein, je crois. Et donc, elle a toute la possibilité et le désir d'exercer ce qu'on appelle son autorité maternelle et son autorité parentale. Hein. Wow, on a dit le mot là, hein? On a dit le mot d'autorité. Absolument. Et vous dites autorité avec les règles. L'autorité, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a des règles et des règles dans lesquelles il faut accepter. Hein, et ceux qui disent les règles, ce sont les parents, hein, à l'enfant. Les premières règles, vous dites, ce sont les parents. C'est les parents qui les donnent à l'enfant. C'est bien, c'est mal, tu as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Si tu touches des allumettes, tu vas te faire mal, etc., 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 hein. Les règles, c'est pas toujours que des interdits pour que l'enfant puisse aller à la découverte de ce monde sans dégâts, j'ai envie de dire. L'enfant, il est grand quand même. Et il est même marié et il est même roi. On sait que ce travail de cette responsabilité de donner des règles et d'apprendre que le monde n'est pas son propriétaire et qu'on fait pas ce qu'on veut, c'est un travail de toute une vie en fait, même quand l'enfant est grand. En tous les cas, c'est cette place que reprend Batsheva. En tous les cas, c'est comme si vous voulez, elle n'avait pas fini, de son point de vue, d'éduquer son fils. Ah. Elle n'avait pas fini et que son fils n'était pas, elle s'en était pas séparée. En fait, qu'elle avait encore
Le désir, en tous les cas, de continuer à l'accompagner jusqu'où, je ne sais pas. Je crois que Bathsheba parle de sa place de mère. Le fait que son fils soit roi, c'est, à la limite, elle veut que ce soit secondaire. Alors, elle continue, elle pense qu'elle a encore quelque chose à faire dans son travail, et elle vient et elle parle à son fils, plus à son fils qu'au roi. Elle lui parle aussi des arguments de roi. Elle lui dit aussi, mais il y a ici quelque chose de fort dans le Midrash. Parce que elle lui dit, au travers de tout ce qu'elle va lui dire, parce qu'on n'a pas eu accès à toutes les paroles qu'elle lui dit, il y a certaines qui ont été rapportées dans le Midrash ou dans les textes, mais elle lui dit, on n'a pas assez ce qu'on a passé avec ton père pour que tu en arrives là. Ça, c'est nouveau. Parce que on a pour t'accompagner, on a pour te montrer des règles, on a pour te permettre de réussir au mieux. Là, ici, plus que ça. Elle lui rappelle d'où il vient, et pratiquement même si on regarde le texte avec ça, je lui dis, mais tu sais comment on t'a conçu? Est-ce que tu sais comment on t'a fait? Tu sais qu'on n'était pas comme les autres. On n'était pas avec des rêves d'enfants prodiges, réussis, intelligents, riches. On a voulu que tu aies de la crainte du ciel. Tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a passé avec ton père, c'est parce que il y avait un projet avec toi. Alors maintenant, c'est pas simplement de d'accompagner l'enfant, de lui montrer que ce monde-là a des règles, que le monde n'est pas FKR, c'est pas son propriétaire. Ici, comme si elle allait chercher quelque chose, des paroles qui vont réveiller le roi Salomon. Parce que le roi Salomon, quand il s'est marié avec la fille de Pharaon, il a son idée. C'est pas du tout une histoire, c'est pas une histoire grossière ou vulgaire. Il y a un calcul, il fait quelque chose. Et il a un grand projet. Et il est le roi. Et il va exercer sa royauté en épousant cette fille-là de Pharaon. Et il a de nombreux projets, de nombreuses idées, et même étonnantes et intéressantes. Donc, quand elle vient et elle lui dit, mais ton père et moi, on n'a pas passé ce qu'on a passé. Et on ne t'a pas fait de telle manière à ce que maintenant, tu fasses ça. On va postuler que cette phrase-là, elle va fonctionner comme un éveil. Ça veut réveiller. Comme si, Bathsheba, elle dit, mais mon fils, en fait, s'est endormi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un voit le ciel et les étoiles, alors que c'est le plein jour, et qu'il y a tout le peuple juif dehors qui est en train d'essayer d'attendre, mais où est la clé du temple? Il y a les Kohanim, il faut qu'on commence à faire, et l'heure elle passe. Quand son fils, lui, voit la nuit, donc il ne voit pas le jour. Donc elle est en train de lui dire une phrase qui est censée le réveiller. Parce que quand quelqu'un est dans cette pénombre-là, même s'il bouge et il parle, en fait, il est endormi. Donc il dort, en fait. Donc il y a quelqu'un qui a endormi le roi Salomon. Quelqu'un qui l'a mis dans une torpeur, dans un oubli. Maintenant, Bathsheba, elle vient, hein, et elle lui rappelle, pas quelque chose de maintenant, elle lui rappelle quelque chose d'il y a très longtemps, cette mémoire-là. Vous voyez? Alors, Elle lui rappelle le projet que ses parents avaient pour lui. Et le projet que ses parents avaient pour lui, qui n'est pas qu'un projet individuel. Hein? c'est vrai, mais la dernière fois, on avait quand même essayé de poser que les enfants ne sont pas le projet des parents. On avait commencé en disant, attention, les enfants ne sont mon pas, roi, les enfants ne sont pas que le projet des parents. Je vais rajouter le mot que. Ouais. Là, on a du travail, hein, Donc la semaine dernière, on a dit les enfants ne sont pas les projets des parents. Mais ne sont pas que les projets. Non, on rajoute, ils sont pas que les, donc ils sont quand même un petit peu les projets des parents. Bien sûr. Mais la semaine dernière, on avait dit que ça allait pas, ça. Ah oui, la différence. Comment on fait pour savoir? On a besoin de... Si vous voulez, les enfants ne peuvent pas être enfermés dans une boîte qui s'appelle les projets des parents. C'est Hein? Ça, c'est pas plus, c'est les enfermer.
C'est-à-dire, c'est les vider de toute autonomie. Les parents ont des projets pour les enfants, mais les enfants ne sont pas que les projets des parents. Quelle est la place de ce un peu de projet des parents qu'il y a quand même chez les enfants? Parce que on a été touché de cette phrase. On apprend à un enfant que le monde a des règles. C'est C'est-à-dire son que premier apprentissage de oui, règles. c'est-à-dire que par exemple, un parent veut absolument que son enfant fasse comme lui médecine. L'enfant qui grandit et qui va devenir autonome va décider de ne pas faire médecine. Mais sa décision va avoir avec son opposition à ses parents. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas une décision spontanée, j'ai envie de dire. Elle a à voir avec son opposition à la décision de ses parents. Donc les parents sont de toute façon toujours un référent quelque part. Que ça veut dire que qu'on faille comme les parents, Comme les parents on fasse pas contre comme les parents, le les disent, parents sont en fait. toujours là. Porte ta mère juive, hein. Il s'agit pas de la mère juive là. Il s'agit là de la transmission à travers les générations. Il s'agit qu'il y a des parents, qu'il y a des enfants, qu'il y a aussi des grands-parents et que les choses se transmettent dans cette toléda-là Alors, et que l'enfant n'est pas, j'ai envie de dire, une génération spontanée. Il va se référer à cette toléda, à cette place-là qu'il a dans les générations. mais en tout cas, il aura fallu que les parents montrent des règles. Vous avez dit que c'était que le monde a des règles, les règles du monde. Comment ça se passe, par exemple, au tout début? Là, maintenant, on a Bathsheba et le roi Salomon, mais ils sont déjà grands. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans les premiers stades? Comment les parents, ils montrent les règles dans une famille idéale, dans une famille construite? Qu'est-ce que c'est les premières règles? Ça, c'est permis, ça, c'est interdit et il faut pas que tu te fasses mal. En fait, c'est les 3 trucs, hein. Il faut pas que tu fasses mal, donc les parents doivent construire pour leurs enfants un espace sécurisant et à l'intérieur de cet espace, il y a des choses qui sont permises et il y a des choses qui sont interdites. Et ça commence tôt. Depuis le début. Ça commence depuis le début, hein, je pense. Et que même quand l'enfant, le bébé n'a pas encore d'intelligence développée, ça quand même on peut le faire. Parce qu'il le vit, il va le vivre avec son corps, il va le vivre il va le vivre, hein. Il va le vivre, le bébé. Donc les premières règles, elles ont à voir avec les règles du corps, en fait. Par exemple, le truc simple, c'est donner à manger à un enfant. Oui. Il y a donner le biberon à l'enfant de manière toutes les 3 heures, ou il y a donner le biberon à l'enfant à sa demande entre guillemets, mais qui très vite va être suivant ses besoins nutritifs. Donc il va y avoir aussi un rythme. Donc de toute façon, il va y avoir des l'enfant va dire avec son corps, avec sa qu'il veut ou il veut pas. Mhm. S'il veut pas le biberon, bah il va pas le boire. Alors qu'est-ce que vous faites quand il a l'impression de demander le biberon, mais c'est pas dans les heures? Qu'est-ce que vous faites? En fait, celui qui va décider, c'est l'enfant. Bah sauf, Charles d'abord. L'enfant, quand il veut pas boire son biberon, eh ben, C'est bien, parce que là maintenant, l'enfant il va avoir comme règle quand j'ai envie. c'est-à-dire que j'ai une envie. J'existe parce que j'ai des besoins, j'existe, c'est moi, je décide pour moi. C'est pas des règles imposées à un enfant auquel il est étranger en fait, ce que vous nous dites. C'est des Ben, règles auxquelles lui-même il vit avec. les règles par rapport à sa nourriture, par exemple, qui sont essentielles, j'ai envie de dire, à sa subsistance, Mhm. c'est lui qui va les imposer. Parce que le biberon, c'est lui qui va le boire ou il va pas le boire. Alors les parents vont, entre guillemets, essayer de se soumettre à ce désir de Absolument, oui. l'enfant. Bah, quelquefois ils réussissent et quelquefois ça va pas bien du tout. Parce qu'on a même vu des bébés anorexiques hein, dans la relation qui se joue entre eux et leurs parents. Et il refuse de manger. Ils refusent de manger. Alors quand ils refusent de manger, Quand vous vous êtes occupé de cas semblables, comment vous avez recherché, comment vous avez trouvé? en fait, il faut restaurer cette relation première
entre la mère et l'enfant. Et c'est tout un travail de restaurer. Ça passe par le regard, ça passe par les caresses, ça passe par, la parole, mais pas le babillement que la mère va parler bébé. Après elle va parler, avec des phrases plus construites. Ça passe dans cette interrelation qui va se tisser entre la mère et l'enfant. Et éventuellement le père aussi. Et c'est nouveau les règles, comme vous dites. Quand j'avais entendu, quand vous disiez les règles, c'est-à-dire, nous avons décidé que tu vas boire le biberon toutes les 3 heures, il n'est que la 2e heure, ce n'est pas l'heure, tu ne auras pas de biberon. Vous dites que non. Vous dites que la règle, c'est d'abord et avant tout le besoin de l'enfant. Pour moi, la mère, elle montre les règles. On est parti de le parent va montrer des règles. Ce monde-là, il a des lois et il faut les imposer. Mais vous dites qu'il y a une grande nouveauté maintenant. Vous dites que dans ces règles-là, dans les tout premières étapes, le besoin de l'enfant, il fonctionne lui-même comme une règle. Mais si vous voulez, il va y avoir comme ça une interrelation entre la mère et l'enfant, qui va se faire et qui va se faire parce que généralement la mère ne veut pas la mère ne veut pas que l'enfant souffre. Donc elle va essayer de s'adapter à ses besoins. Donc elle va lui donner à manger, quand il aura besoin. Alors, je voudrais vous poser une question. Que va-t-il se passer quand il y a comme un dérèglement? Si on imaginait un cas parfait où l'enfant a besoin, l'enfant demande. L'enfant n'a pas besoin, l'enfant ne demande pas. Mais qu'est-ce qui se passe si il y a maintenant des demandes incessantes, par exemple, de l'enfant, alors que la maman sait que non, ça y est, là, il va vomir, il va s'étouffer, il va avoir des grippes. Attendez, tout ça, il va vomir, il va s'étouffer, il va. La mère projette sur l'enfant un savoir qu'elle prétend avoir sur lui, mais qu'elle n'a pas forcément. C'est pas parce que je donne un 2e biberon à mon enfant, qu'il va vomir. Ça, c'est moi ce que je pense. D'accord. Donc ça veut dire que la mère prétend avoir un savoir sur cet enfant-là, qui est pas forcément. On fait un test une fois, on lui donne, on voit s'il vomit. En fait, si vous voulez, il s'agit de l'enfant, il s'agit de son corps, il s'agit de ses besoins, et in fine, c'est lui qui va décider, entre guillemets. Bien entendu, pas de manière consciente, Oui. dans cette interaction qu'il a avec sa mère. Et vous allez nous dire l'apprentissage du permis de l'interdit. Là, vous avez donné une notion très, très touchante de cette interrelation-là. Mais permis et interdit. Parce qu'on va travailler de cette base-là, de cet échange-là, pour voir que Mathieu va venir chez le roi lui-même et dire ce que tu fais là maintenant, c'est pas permis, c'est interdit. Tu te lèves, tu vas ouvrir le temple. Maintenant, si on remonte très, on remonte dans les mémoires ancestrales, les premiers permis et interdits. Comment vous allez les faire naître? Écoutez, un enfant, c'est un explorateur. Il va aller toucher tout, il va aller bouger tout, il va, le premier interdit, c'est déjà pour ne pas qu'il soit en danger. C'est déjà pour ne pas, vous allez lui dire, je t'interdis de prendre l'ascenseur seul. Et il doit entendre cet interdit. Cet interdit, c'est pas parce que vous êtes méchant, c'est pas parce que vous savez qu'un enfant qui prend un ascenseur seul, ça peut être dangereux pour lui. Et avant l'ascenseur, quand il veut toucher, découvrir, ou Il va se toucher, il va découvrir, il peut se faire mal. Alors, le parent est là pour éviter qu'il se fasse mal. Mais quelquefois, l'enfant va toucher des allumettes et va se brûler, Alors, des allumettes, vous les laissez pas traîner à côté d'un enfant. C'est ça l'espace. C'est ça l'espace sécure que vous allez faire. L'espace sécure, c'est un espace dans lequel il va pas se faire mal et il va pas se faire en danger. Ça, c'est vous, en tant que parent, qui allez le faire. Et l'enfant va se mettre à explorer. Il va se mettre à explorer. Un espace sécure, c'est de ne pas laisser en bas de votre évier une bouteille de Javel, parce que l'enfant, il est parfaitement capable d'aller la boire. Donc, en tant que parent, si vous avez laissé une bouteille de Javel au bord de votre évier, vous n'avez pas fait un espace sécure pour votre enfant.
Donc, le rôle des parents ici, c'est de créer un cadre dans lequel l'enfant va pouvoir, comme vous l'avez, c'est joli de dire ça, hein, un enfant c'est un explorateur, c'est extraordinaire, c'est vrai, c'est un vrai explorateur en fait. Mais là, on a parlé de créer un cadre dans lequel il va pouvoir apprendre et commencer à explorer. Je voudrais insister, revenir, et permis et interdit. Permis et interdit, ça tu peux et ça tu peux pas. Alors, Et ça commence tôt de ce qu'on entend. Ça commence tôt, si vous voulez, mais j'ai envie de dire, je t'interdis de boire la javel, mais vous allez pas prendre le risque qu'il la boive. Mais vous interdisez. Je t'interdis de toucher à cette bouteille. Okay. Hein? Mais vous allez pas prendre le risque qu'il la prenne. Même si, au moment de l'interdit, il n'y a pas encore la conscience de l'enfant de pourquoi ça serait un danger ou pourquoi ça serait mauvais pour lui. C'est Ménienne comme première étape. Mm-hmm. Oui, comme première étape, c'est intéressant. Nous, ce qu'on va travailler de ce texte-là et d'autres, que elle vient, Bathsheba, elle parle, et elle lui dit, tu ne peux pas faire ce que tu fais maintenant. Tu n'as pas le droit, je ne te permets pas de faire ce que tu fais maintenant. Et non seulement ça, mais tu as quelque chose à faire. Et je t'ordonne, je te dis de faire. Pourquoi cet échange, il est très, très riche? Parce que les premiers exemples que de Linda, avec toute son expérience et sa connaissance de l'enfant et du monde de l'enfant, c'est que, en fait, d'abord, on va commencer avec ce qui va être les règles, les règles de cette relation-là entre une maman et son fils. Mais quand on va avancer un petit peu, il va y avoir la mise en place d'interdictions ou de permissions, ou plus tard on va voir d'injonctions. Mais les premiers interdits, c'est parce qu'on a en face de nous un explorateur qui pourrait se mettre en danger. Ça impose chez nous deux choses. Un, de créer un espace de protection d'environnement, mais aussi le premier interdit, il est intéressant. Le premier interdit n'est pas accompagné de l'explication et de la compréhension de l'interdit. Non. La mienne. C'est-à-dire que c'est comme ça que, si vous voulez, l'enfant, quoi, un petit enfant ne va pas demander pourquoi. Il demandera le pourquoi beaucoup plus tard. Voilà, c'est exactement là où j'avais envie et qu'on nous arrivions. Le pourquoi des règles, il vient après la règle. En fait, si on va faire ce travail-là d'aller-retour, non, mais finalement, tu ne dis pas pourquoi. Tu fais ce que ta mère t'a dit maintenant. Il dira pas pourquoi. Il pose pas la question du pourquoi à cet âge. Il le posera beaucoup plus tard. Mais là, ici, il n'a pas demandé. On a vu que le roi Salomon, il va pas demander pourquoi. Et il y a une phrase qui va le toucher. Il y a quelque chose qui va faire que non seulement il va aller ouvrir le temple, mais il va quitter ce mariage et cette relation-là. C'est incroyable. Alors, avec votre permission, on met un point ici pour cette fois-ci. Peut-être que vous allez essayer de vous présenter, Menachem. Bien sûr. Alors, je m'appelle Menachem Jazakoun et je suis quelqu'un qui apprend et qui enseigne la Torah. C'est mon occupation principale et quasiment unique. Et oui, mais essayez de parler un petit peu plus longuement de votre parcours. Hein. Comment vous en êtes arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? D'abord, j'ai une vie bien riche, bien particulière, avec un destin à moi. Et voilà, je suis né dans les années de la guerre d'Algérie. Ma maman m'a accouché dans l'avion. Ça va faire partie des histoires. Moitié c'est vrai, moitié j'invente, mais celle-ci, elle est très, très, c'est vrai. Ma mère a eu peur quand elle a quitté l'Algérie. Et mon père était militaire avec ils ont voyagé avec un bombardier de l'armée française. Et là, elle a accouché prématurément au-dessus de la ville d'Orange. Voilà.
Donc, comme ça, c'est marqué que je suis né à Oran. Et on a beaucoup voyagé avec mes parents. J'ai eu une enfance en même temps très heureuse et très particulière comme ça. Et mes parents sont partis assez tôt. Père et mère sont partis quand j'étais adolescent. Et j'ai beaucoup grandi tout seul, beaucoup de curiosité, voilà, comme vous avez dit, avec explorateur comme ça. Et, et j'ai voulu me rapprocher de mes racines, du peuple juif, et comme ça, à la fin de l'adolescence. Et mes pas m'ont conduit, tête d'Hachem. J'ai rapidement trouvé un intérêt dans la Torah, dans les textes juifs, dans l'étude, et je suis rentré à la yeshiva, et depuis, ben voilà, j'ai appris et j'enseigne. Et j'ai eu la chance, Hachem m'a donné des gens extraordinaires à rencontrer. J'ai toujours eu sur mon chemin des maîtres de grande qualité, des gens vraiment exceptionnels. Et ils m'ont accompagné pendant toutes ces années où j'ai construit une première famille et une deuxième famille. Et, et si le Torah me plaît, m'attire, c'est ma vie. Alors, je suis particulièrement touché de pouvoir avoir un échange comme celui-ci, parce que euh, la vie que l'on a vécue et l'attachement à la Torah ne sont pas deux choses intimement liées. Comme il y a quelques années, ça parle de quelque part. Ce quelque part-là, on le retrouve en cherchant et en priant. Il y a une vie. Ici, ce travail, ce podcast que l'on fait et que on peut vraiment aisément consacrer, dédier, dédicacer à Jean-Paul et aussi à ma petite maman qui n'est pas là et qui pourtant est là beaucoup vu que je la fais parler et que j'invente ces histoires une fois sur deux. Et il y a quelque chose à faire. Bathsheba, la vache chez le roi Salomon, c'est chez nous que ça se passe. Il y a une Bathsheba et il y a un roi. Et tant qu'on n'a pas fait le voyage de l'un à l'autre, on n'est pas en train d'apprendre un texte de l'ancien temps. On est en train de voir qu'est-ce que c'est une parole de mère et qu'est-ce qu'elle fait dans ma royauté et de quoi elle se mêle, et qu'est-ce que c'est que ces histoires de règles et qu'est-ce que c'est que ces histoires d'explorateurs et de développement. Alors voilà, on se retrouve C'était vos maîtres, Menachem. Plein, dans l'ordre d'apparition à Oui. l'écran, bien évidemment, les parents, et la rue, beaucoup, le monde, les livres, et tout plein d'activités. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont des grandes valeurs. Il y a eu le Rav Dourmaski, le Rav Zawi, il y a eu le Rouv, le Rav Ronstein, le Rav Shmuel, le Rav Wolbe, encore plein que... Maman, c'est un accompagnement riche. C'est-à-dire que d'un côté, il n'y avait pas les parents qui étaient là, et leur manque était là. Et de l'autre côté, j'ai vu que Hachem a mis sur mon chemin des gens pleins de lumière et plein de... Et eux aussi, ils sont là-dedans. Et aussi, ils sont dans les règles. Et ils sont bien dans les règles. Et en même temps, ils laissent explorer. Donc, j'ai été très touché de ces paroles. Voilà. Si vous permettez, on va quand même mettre un petit, un petit point pour la séance d'aujourd'hui. Et on se retrouve, Bezrat Hachem, et Dans 15 jours. la semaine prochaine.